Bien, alors bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour ce webinaire sur la démarche éthique au quotidien en établissement et à domicile. Et donc, nous avons avec nous, par ordre d'apparition, alors en partant de la gauche, de la droite de votre écran ou de la gauche, je demanderai à chacune de faire un petit geste de la main. Donc, Cathy Roch, qui est avec nous au SIAPA donc, depuis assez peu de temps, mais qui nous a rejoint sur un poste de coordinatrice du pôle investigation, donc autour des métiers de l'aide à la personne. Et donc qui est celle qui est une des grandes instigatrices du rallye des métiers de l'aide à la personne, grâce auquel on est là aujourd'hui. Ensuite, à côté, nous avons Jocelyne Touillarou, qui Bonjour. Est directrice de l'association Saint-Joseph, donc de Naï, Sainte-Marie, Igon et Bétaram. Ensuite, à côté, nous avons le docteur Julie de Peretti. Bonjour. Qui est médecin coordinateur à la clinique des Jeunes Chênes et à la clinique Princesse à Pau, et qui peut-être se représentera, vous représenterez s'il y a des choses un peu différentes que vous voulez rajouter. Et puis, à ma gauche, Madame Monique Grammatico. Bonjour. Qui est donc responsable du service du SPHP, service à la personne handicapée psychique, et puis membre du CA aussi, du conseil d'administration de la DAPI 64. Et puis moi-même, Françoise Baudry, qui suis donc référente au sein de l'équipe de Cathy, pour plus précisément la partie du pôle ressources handicap, mais je m'occupe aussi, voilà, je participe aussi au rallye des métiers de l'aide à la personne. Voilà, donc concernant un peu les présentations, nous allons avoir un temps un peu de présentation et de débat, d'échange entre nous autour de cette question de l'éthique, de la démarche éthique au quotidien. Voilà, donc je laisse la parole à Cathy qui va nous faire une petite introduction. Pardon. L'EHPAD bashing ou dénigrement des EHPAD en français infuse dans notre société, ravivé régulièrement un grand renfort de reportages très scénarisés, toujours plus scandaleux. L'assurance pour les diffuseurs de faire une audience record. Ces campagnes de dénigrement ont encore sévi en ce début d'année, à l'occasion de la sortie du livre « Les Fossoyeurs » de Victor Castanet. Sans répondre à la question du financement du grand âge, cette énième saison a surtout profondément affecté les professionnels qui œuvrent au quotidien pour accompagner au mieux nos aînés. Ces mêmes professionnels qu'on applaudissait tous les soirs à 20h en ces temps de pandémie, mais dont le dévouement a été vite oublié. Dans ce webinaire, nous vous proposons de faire un pas de côté et de tenter de mettre en lumière la noblesse et la beauté de la pratique quotidienne des professionnels qui accompagnent les personnes âgées en perte d'autonomie, au travers de scènes du quotidien, que ce soit en établissement ou à domicile. Une approche de l'éthique concrète des professionnels divers, sans distinction de statut ou de qualification, mais qui contribuent, jour après jour, non pas à sauver des vies, mais à préserver la singulière existence d'une personne âgée. Je laisse la parole. Donc, moi, je vais vous parler d'une démarche éthique. On peut trouver, ce sont des choses que l'on trouve au quotidien sur le refus de soins, le refus de toilette d'un résident. Donc, moi, je travaille en EHPAD, mais ça peut s'appliquer également au domicile. Le refus de soins, que ce soit de toilette ou de manger, de repas, de prise de repas, ça peut être des choses que l'on retrouve au quotidien pour les équipes soignantes aux grands soignants. J'entends par soignant que ce soit aide-soignante, infirmière ou personnes de l'hébergement qui font l'entretien des locaux parce que participent également aux soins de la personne, à la prise en charge de la personne. Donc Virginia Anderson, qui a été infirmière, chercheuse et enseignante américaine, à l'origine des 14 besoins fondamentaux, disait « Nous faisons pour les malades ce qu'eux-mêmes auraient fait s'ils en avaient eu la force, la volonté et parfois le savoir. » Donc même si cette phrase fait écho à la profession infirmière dans son rôle plus technique, elle peut être transposée aux personnes que nous accompagnons au domicile ou en EHPAD, et à la profession d'aide-soignante ou d'auxiliaire de vie, notamment dans l'accomplissement de ces 14 besoins fondamentaux de la personne.
Donc, comme le disait Virginie Anderson, nous faisons donc pour la personne. Mais comment le faire pour et avec la personne? Prenons l'exemple, donc, comme je vous disais, de l'aide à la toilette. Faire la toilette d'une personne âgée avec parfois des troubles du raisonnement, ce n'est pas un acte très attrayant, mais au-delà de l'acte, c'est la manière de le faire qui le rendra le plus noble. La toilette, c'est un acte qui demande la plus grande attention, la plus grande prévenance, car c'est un moment où l'on touche à l'intimité de la personne et où l'on risque de la heurter. Lors de la formation d'aide-soignante ou d'auxiliaire de vie, nous apprenons, vous apprendrez, comment réaliser la toilette d'une personne en respectant les normes d'hygiène, de sécurité, de pudeur. Tout soignant, avant de rentrer dans la chambre de la personne qui va prendre en charge, il aura à cœur de respecter ces normes et pense que l'acte de soin qu'il va faire est indispensable et ne peut être que bénéfique pour la personne. Mais parfois, tout ne se passe pas comme prévu et la personne refuse le soin. Doit-on quand même faire la toilette et comment la faire? Notre mission auprès de cette personne est d'effectuer la toilette. Nous nous devons d'accomplir cette mission vis-à-vis de l'institution qui nous emploie. Pour les proches de la personne qui ont des attentes par rapport aux soins apportés, mais quel est réellement le besoin de la personne et qu'est-ce qui est important pour elle? Donc, il est important de se poser la question, que puis-je faire pour apporter un peu de plaisir à cette personne qui refuse donc cette toilette? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout d'abord, c'est prendre le temps d'écouter la personne, même si son raisonnement est altéré. Essayer de trouver avec elle un consensus, car même parfois, en cas de refus, un minimum de soins d'hygiène s'avère indispensable. On ne peut pas toujours dire « non, tant pis, il ne veut pas, on ne fait pas ». Il y a quand même des moments où il faut faire quand même cette toilette. Donc, accepter de transgresser les règles et que ce jour-là, la toilette soit faite à minima. Trouver un petit rien qui lui fera plaisir, mais qui sera peut-être beaucoup pour la personne. Un massage des mains, un brossage de cheveux, quelque chose qui lui donnera le sourire. Ce sourire qui sera aussi la satisfaction du soignant d'avoir fait quelque chose de bien pour la personne. Prendre le temps, oui, mais vous me direz, quand on n'en a déjà pas beaucoup, comment fait-on? Car il y a aussi les autres personnes à prendre en charge et puis tout le reste à côté. Donc, mais prendre le temps, c'est surtout être disponible mentalement pour écouter l'autre, pour lui parler et le considérer. Et ce temps-là, il peut en faire gagner beaucoup d'autres. Le temps d'écouter, de prendre le temps d'écouter, ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais il faut être mentalement disponible. Le refus de soins, il peut être ponctuel, mais parfois, il peut perdurer. Donc, alors là, par contre, il s'agit alors de comprendre pourquoi, surtout si la personne ne peut exprimer clairement son avis. Que doit-on mettre en place pour que, d'une part, satisfaire la personne et d'autre part, répondre aux attentes de ses proches? Le travail d'équipe, alors là, prend tout son sens, que ce soit au domicile ou à EHPAD. Bien sûr, équipe pluridisciplinaire et surtout associée avec les proches de la personne. Les décisions prises ne doivent pas être décisions personnelles, car le risque est que chaque soignant ait une approche différente avec la personne et aggrave les troubles du comportement. C'est donc en équipe que sera réalisé ce qu'on appelle le projet de vie de la personne. Il sera bien sûr alimenté par les souhaits de la personne. Si elle ne peut pas les exprimer clairement, ils seront d'une part apportés par le retour des soignants qui auront appris au quotidien à repérer les attentes de la personne, mais le plus important sera souvent apporté par les proches, qui permettront de connaître les habitudes de vie de la personne. Peut-être la personne a-t-elle toujours été très pudique, peut-être cette personne n'avait pas l'habitude de prendre régulièrement des douches. Et les personnes âgées actuellement n'ont pas dans leur vie pris tous les jours de la douche. Donc pourquoi les obliger à prendre une douche tous les jours? Peut-être que cette personne avait pour habitude de prendre en charge une personne dépendante à son domicile, par exemple ses parents, et n'accepte pas à ce jour que ce soit elle qui ait besoin d'aide. Donc forcément, c'est toujours en équipe qu'on peut trouver un consensus pour aider cette personne, une attitude à adopter, qui permettra de répondre d'une part à la nécessité minimale d'accomplir des soins d'hygiène, surtout d'apporter du réconfort à cette personne et de satisfaire par là même les attentes des proches. Le soignant, lui, par rapport à ce projet personnalisé, aura un autre regard sur la personne, une approche plus humaniste et plus personnalisée. Il retrouvera vis-à-vis de la personne les valeurs d'écoute et de respect et de la dignité. Le soin sera alors rendu moins pénible pour la personne et moins lourd pour le soignant, qui retrouvera là la gratification de l'acte effectué et la noblesse de ce métier que nous avons choisi. Voilà.
Donc, c'est important, l'écoute de la personne, de prendre le temps de l'écoute, même si ça ne prend pas forcément beaucoup de temps. Voilà. Donc, je passe la parole à Madame Peretti. Alors moi, je suis beaucoup moins studieuse, je n'ai rien préparé de très particulier. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en fait, la crise sanitaire qu'on vient de subir et que je pense nous allons avoir des soubresauts cet automne, et qui n'est pas fini dans nos EHPAD, puisque je crois qu'il reste 1 ou 2 clusters dans le Béarn. Ouais, dans le Béarn, nous fait nous reposer des questions et nous fait parler d'éthique. Sont apparus sur Internet des comités d'éthique dans tous les sens, et notamment, par exemple, la fac de médecine qui a créé un site Internet de comité d'éthique avec la fac de droit de Bordeaux. Et c'est le côté intéressant des choses, c'est qu'en fait, l'être humain est souvent comme ça, c'est-à-dire que quand il se trouve face à une problématique, il va au fond des choses, et je crois que là, on va effectivement du soignant qu'on a applaudi au soignant qu'on met, alors sans aucun jugement ni dans un sens ni dans un autre, mais où on ne se pose pas la question s'il a sa maison à rembourser et ses enfants aux études, et à qui on le licencie même pas, donc il ne peut même pas aller toucher le chômage, parce qu'il donne un droit, on a encore nos droits et peut-être même des fois des problématiques médicales autres, voilà, qui fait qu'ils ont décidé de ne pas se faire vacciner, et il y en a quand même beaucoup, et on a mis en péril notre système de santé qui était déjà quand même brinque-ballant, parce que les infirmières, et si j'étais infirmière, j'aurais fait la même chose, surtout si on est jeune infirmière, qu'on n'a pas de charge fixe encore très précise, étaient payées 300 € à aller vacciner une matinée. Donc, elles ne gagnent même pas ça alors qu'elles font leurs soins dans nos structures. Donc là, on est arrivé à un système où c'est quoi le sens de nos métiers et quelle âme on y met. Je pense que c'est pas tous les métiers ont une âme et ont un sens, et on n'est pas obligatoirement, parce qu'on est soignant, ceux qui vont choisir le métier le plus noble de la Terre, mais par contre, malgré tout, on fait de l'humain. Donc, c'est-à-dire que quand on se lève le matin, je pense que madame va pas me contredire, je me souviens qu'il y avait un directeur qui m'avait dit je suis arrivée au bout de 5 minutes, j'avais 10 problèmes à gérer. En fait, si on ne veut pas avoir 10 problèmes à gérer, il ne faut pas faire directeur de structure ou être dans l'encadrement d'une structure de soins, puisqu'on fait de l'humain. Donc, quand on fait effectivement du tri de colis Chronopost, on a aussi des problèmes, la machine qui s'encrasse, des choses comme ça, mais enfin, les colis sont souvent assez dociles. Nous, on fait de l'humain, donc on fait de l'humain au niveau de nos patients, mais on fait de l'humain aussi au niveau de nos soignants. Et c'est là le problème, c'est qu'en fait, nos soignants, ils arrivent avec leur casserole, ils arrivent avec leur sac à dos, et que si on n'a pas travaillé en amont le fait que, oui, on est au travail, donc on est censé ne pas arriver avec tous nos problèmes. Le souci, c'est que la crise sanitaire actuelle et aussi le soin que l'on apporte, et notamment en EHPAD, où on est quand même confronté à la mort, la fin de vie, on l'a bien vu avec le Covid. Je ne vais pas vous redonner les chiffres, mais tous les gens autour de cette table, on a moins de chances de mourir de Covid qu'en reprenant notre voiture tout à l'heure. Et on nous a enfermés, on nous a... voilà. Donc, c'est parce que, je ne dis pas que les décisions étaient mauvaises, mais en tout cas, ça dénote que notre société occidentale ne sait plus qu'on va mourir et qu'on est mortel. Et nos EHPAD, les premiers, c'est-à-dire qu'on est dans une structure de soins. Non, on est dans une structure d'hébergement. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de soins, mais en fait, il faut
faire de la qualité d'hébergement et d'accueil et de bien-être l'essentiel, et le soin vient ponctuer autour. À l'heure actuelle, je suis dans des services MCO, enfin médecine et SSR, donc c'est la socio-esthéticienne et l'animalothérapie qui vient ponctuer quand on peut, parce qu'on est un service de soins. Alors qu'en EHPAD, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on accueille et le soin n'est qu'une des parties, mais qui ne doit pas être primordiale. Or, à l'heure actuelle, dans toutes nos formations, qu'elles soient les formations d'aides-soignantes, d'infirmières, de médecins, on nous apprend qu'en fait, on est un bon soignant si on guérit, on remet debout, on récure du premier cheveu au dernier orteil. Et le souci, c'est où est l'humain, la personne, sa liberté, son authenticité au milieu de tout ça. Et donc, c'est vrai que c'est une problématique, si on ne l'a pas anticipée, elle nous saute à la figure, et c'est ce que je crois qui est en train de nous arriver. Le souci, c'est qu'effectivement, ce n'est pas si simple. La prise en charge du patient qui arrive la plupart du temps contre son gré, parce que personne, j'en ai pas rencontré beaucoup, en tout cas de personnes qui disent « moi, mon projet de vie, c'est d'aller en EHPAD ». Et c'est un projet de vie et d'envie. Non, c'est souvent un projet, c'est la dernière des solutions, ou sinon on le fait pour faire plaisir aux enfants, pour que les enfants dorment sur leurs deux épaules, sur leurs deux oreilles, pardon, et leurs deux épaules aussi. Et donc, le souci, c'est que c'est des personnes qui n'ont jamais connu l'institution, ou peut-être s'ils ont été internats ados. On les oblige à connaître l'institution, c'est-à-dire lever à cette heure-ci, manger à cette heure-ci, en face de Madame Duchenoc, qu'on ne se supporte pas, ou qui crache, ou qui tremble, ou qui... Voilà. Et en plus, avec voilà, un protocole et des procédures qui sont, pour nous, bienveillantes, et qu'il faut faire. Mais en fait, peut-être que la personne, elle n'a aucune envie de le faire. Et même sans avoir de troubles cognitifs. Et le souci, c'est que tout ça, ça peut, une des parts, hein, parce que je crois qu'il n'y a pas de solution magique, sinon ça serait trop facile et pas intéressant. C'est la vie de préadmission, c'est-à-dire connaître la personne, connaître vraiment qui on a. On n'a plus une pathologie. Moi, quand j'étais médecin de l'équipe mobile de gériatrie et que je faisais des visites à domicile, j'arrivais, voilà, déjà j'attendais qu'on me dise de m'asseoir, donc ils étaient assez surpris déjà parce que pour eux le médecin il est pressé. Donc oui, j'ai été 15 ans médecin généraliste, donc j'étais pressée, mais voilà. Malgré tout, la courtoisie et la bienveillance, comme vous disiez, ça ne prend pas beaucoup de temps. Regarder les gens dans les yeux, leur toucher l'épaule, ça ne prend pas du temps. C'est plus une attitude. L'attitude basse qu'on appelle, hein, c'est-à-dire se mettre au niveau du patient. Et donc, quand je faisais ces visites, je m'asseyais et je disais, bon, donc madame, vous habitez où? Vous êtes née où? Vos parents faisaient quoi? Vous avez des frères et sœurs? Et qu'est-ce que vous avez fait après? Vous avez passé le certificat d'études? Pas de certificat d'études? Et j'en ai plein. Vous avez perdu des enfants? Vous êtes marié à quel âge? Avec votre mari? Le couple, ça s'est bien passé? Comment? Voilà. Vous avez pris la retraite, pourquoi? Comment? Qu'est-ce que vous avez fait après votre retraite? Et en fait, il y en a beaucoup qui m'arrêtaient, qui me disaient, mais j'ai pas bien compris, vous n'êtes pas docteur? Je dis, si, pourquoi? Mais alors, pourquoi tout ça vous intéresse? Je dis, mais parce que vous êtes tout ça. Vous n'êtes pas un cœur, un poumon. Votre cœur, je suppose qu'à 80 ans, effectivement, il a quelques soucis. Vos articulations, je pense qu'elles ne sont pas nickel. Votre poumon, idem. Votre cerveau, il doit y avoir quelques trous, je vous le confirme. Mais tout ça, vous avez votre médecin traitant qui doit très bien s'en occuper, vous avez votre cardiologue peut-être, et en fait, vous êtes tout, un tout d'une vie passée, et que en tant que gériatre, si on ne s'intéresse pas au pourquoi du comment, on sait tellement que
Moi, j'ai eu en EHPAD une dame où on a dû faire la toilette sous nos pas, une dame avec des troubles cognitifs avancés, une dame charmante qui posait aucun souci de trouble du comportement, mis à part la toilette était une catastrophe. Une catastrophe. Donc, voilà. Bon, j'ai convoqué la fille parce que je me suis dit, c'est les toilettes intimes, bien sûr. Bon, j'ai essayé d'orienter la fille un peu sur est-ce qu'il y a eu dans l'enfance son papa, son tonton, son monsieur, ou voilà. Bon, la fille ne comprenait même pas mes questions, donc j'ai supposé que la fille était soit dans le déni, soit ne savait pas. Et un jour, elle a eu la visite, parce que bon, donc elle allait quand même pas très bien, et sa fille me dit, il y a sa sœur de Paris qui descend. Donc, sa sœur vient, et je ne travaillais pas à ce jour-là, et je me suis dit, je vais y aller, j'aimerais bien voir cette sœur. Je suis allée voir sa sœur, et donc elle était très mal parce qu'elle n'avait pas vu depuis quelques années, donc elle a été assez surprise de la voir dégradée comme elle l'a vue. Et donc j'ai dit, ben, venez, on va aller discuter si vous voulez. Et on a abordé voilà, donc sa vie, la vie de sa sœur, etc. Je dis, elle a une vie compliquée, et son enfance, son adolescence, et très vite, elle a abordé voilà, des viols réguliers par un oncle qui habitait avec eux. Et la fille n'était pas au courant. Et en fait, à partir de là, alors je ne vais pas vous dire que ça a changé les choses, mais par contre, pour les soignantes qui étaient, en fait, c'était qui c'est qui va ce matin se taper la toilette de madame machin, parce que ça les mettait dans une souffrance extrême. Et à partir du moment où on a su, pour la dame, il était déjà trop tard en plus pour faire un travail quelconque, pour ne pas associer, et puis les troubles cognitifs avaient vraiment fait qu'elle associait la toilette intime à l'acte. Les soignantes, par contre, l'ont fait avec une espèce de douceur qu'elles faisaient vraiment déjà avant, mais qui là, elles y ont mis du sens, parce qu'en fait, elles comprenaient que ce n'était pas leur acte qui était maltraitant, c'était qu'en fait, cette dame avait une réminiscence d'un vécu douloureux. Et je crois vraiment que en fait, c'est arrivé, et là, il nous manque du temps, par contre, je pense, à vraiment faire le point des gens qu'on va accueillir. Je vois quand on envoie nos enfants dans une nouvelle école ou autre, on a 15 papiers à remplir, ils rencontrent le directeur, ils rencontrent l'éducateur, enfin bon. Et quelque part, pour ces personnes-là qui ont tout un vécu, qui ne viennent pas volontairement et qui ne viennent pas pour apprendre et pour se lancer dans la vie comme dans une école, et qui va être sûrement leur dernière maison, et ben, il est vraiment nécessaire d'avoir un espèce de rituel d'accueil, de rituel voilà, pour que déjà la personne soit pas en opposition le moins possible avec cette institutionnalisation, et pour qu'en plus les soignants la connaissent au mieux et sachent que monsieur machin, voilà, il est comme ça, ben oui, il habitait dans sa maison en terre battue au sol, il n'a jamais connu la douche, etc. Et c'est vrai que la problématique, c'est qu'on a quand même sorti la mort, la sexualité de nos institutions, et que, or, c'est deux choses qui sont quand même fondamentales la mort, on n'y échappera pas, la sexualité, c'est vital, enfin vital, c'est un des besoins fondamentaux en tout cas, et or, c'est deux sujets qu'on évince le plus possible. Alors que si on les pose d'emblée, moi je sais qu'en EHPAD, souvent je disais à la fille, puisque je sentais voilà, qu'elle avait arrêté de bosser pour s'occuper de maman. Et
Et donc, je savais qu'elle allait avoir la dépression, voilà, et puis sûrement désignée par les frères et sœurs comme l'aidant principal. Donc, vraiment, avec cette antinomie, on me donne ça à faire, je ne veux pas le faire, mais à la fois, c'est moi qui ai le lien le plus proche de maman, donc les frères et sœurs sont aussi jaloux, mais à la fois, comme ça les arrange. Donc, on sait très bien que le handicap devient, on le dit, un membre de la famille en plus. Et donc, cet enfant-là va être de toute façon impacté déjà par l'absence, parce que la vie a tourné autour de maman à s'occuper. Et donc, c'est vrai que moi, d'emblée, je lui disais, je vais vous dire quelque chose, être très honnête, on ne fera jamais aussi bien que vous à l'EHPAD. Votre maman, elle chutera. Elle chutera peut-être même plus chez nous, parce qu'en plus, elle ne connaît pas les lieux. Elle mangera peut-être pas, parce qu'elle n'est pas habituée à ce qu'on fait à l'EHPAD, et on ne peut pas faire en individuel pour 80 personnes. En fait, je leur parlais de tout ce qui pouvait ne pas aller. Et c'est vrai qu'il y en a qui m'ont dit, mais attendez, avec tout ce que vous me dites, je ne vais pas l'y mettre. Je dis, effectivement, c'est une décision compliquée, il faut que vous y réfléchissiez avec toutes ces données-là, mais moi, je ne vais pas vous vendre du rêve et vous dire que c'est le Club Med, alors qu'on n'en a pas la possibilité, on aimerait, mais et la plupart du temps, ils mettaient quand même leurs parents. Mais par contre, ils savaient que c'était pas obligatoirement, parce qu'on présente trop l'EHPAD comme ça va être la solution. Non, l'EHPAD, c'est une des solutions. Et c'est souvent une des solutions pour l'entourage, et plus que pour la personne. Et la problématique, c'est que l'entourage, comme il est culpabilisé d'avoir institutionnalisé, il culpabilise parce que ça lui permet de ne pas se sentir coupable. C'est juste un cheminement psychique qu'on a tous quand on prend une décision. Et donc le mieux, c'est en fait de casser cette barrière-là d'emblée et de dire, on ne va pas faire aussi bien que vous. Vous vous en êtes très bien occupé. Il va y avoir, voilà, on fera au mieux, mais il y aura des... et donc, c'est sur le refus de la toilette, le souci, c'est que je crois que nos aides-soignantes ont une formation qui est très bien, mais qui correspondait aussi quand même aux prises en soin des institutions tenues par des bonnes sœurs, c'est-à-dire qu'il fallait, et puis des institutions, c'est pas que les bonnes sœurs qui sont responsables, mais où il y avait une visite du médecin à 9h. Donc, moi, je l'ai connu, bon, j'ai dépassé les 40 ans, mais je suis quand même pas très vieille, mais j'ai connu quand même le chef de service au CHU en train de dire « ça pue la pisse, qu'est-ce que vous avez fait ce matin ?» Je l'ai vécu, ça. Donc, en fait, il ne fallait pas que ça sente la pisse au moment de l'arrivée de la visite. La visite étant vers 9h, 9h30, il faut que tout le monde soit récuré avant 9h, 9h30. Et donc, c'est vrai que moi, aux équipes d'EHPAD, je leur disais, mais attendez, de toute façon, moi, je ne fais pas de visite obligatoirement à 9h30. Donc, voilà, madame, elle se levait à 10h30 chez elle, qu'est-ce que vous allez aller l'embêter, à lui ouvrir les volets, à lui dire qu'il faut qu'elle soit prête à 9h. Ah mais oui, mais ça nous met en Bronx après pour tout le reste, parce qu'il faut qu'on passe de chambre en chambre. Alors ça aussi, de choter les chambres, je peux comprendre, on peut avoir peur d'en oublier. Mais par exemple, la toilette l'après-midi ou le soir, une douche le soir. Qui ne prend pas de douche le soir ? On en prend une matin et soir. Mais il y a plein de gens qui se lavent le soir. Donc, et en fait, nos équipes sont formatées. C'est le matin, c'est la toilette. Et on ne peut pas penser autrement. Voilà. Et je crois qu'en fait, c'est peut-être aussi dans nos managements de leur faire confiance, en fait, de les autoriser à avoir des idées, à être, source de... Parce que souvent, les équipes sont très, elles ont des idées qu'on n'a pas. Effectivement, des fois, être au-dessus de la mêlée, ça porte à avoir des solutions ou des idées qui peuvent aider à la prise en soin. Mais
je trouve que les équipes sont souvent, en fait, c'est elles qui nous amènent l'idée la plupart du temps. Mais par contre, elles ne se l'autorisent pas. Elles sont dans un carcan de formation où effectivement, c'est vraiment très... très formatées. Et elles doivent, voilà, c'est pour ça que je suis un peu anti-protocole, parce que le protocole, eh ben, ça empêche de penser et ça empêche d'être imaginatif. Et la gériatrie, c'est ça qui est fabuleux. Moi, j'avais dit jamais je serais un gériatre parce que je trouvais que c'était trop compliqué. Parce que quand on soigne le rein, ben, il y a le cœur qui déconne, et puis après, et puis il y a la tête, et puis bon, je trouvais que c'était trop compliqué. Et à la fois, je trouve que sur le plan du soin, c'est vraiment la prise en soin la plus noble, parce que si on ne prend pas en compte la totalité de la personne, dans son vécu, dans son milieu familial, si on se dit la famille on fera sans, mais ouais, la famille elle viendra, voilà. Mais cette famille à qui on donne tout pouvoir, c'est-à-dire que le fils, il faut aussi lui expliquer, avant qu'il ne vienne à 3h de l'après-midi et qu'il voit que sa maman est en chemise de nuit, il faut devancer, c'est-à-dire lui dire je peux vous voir parce que voilà, votre maman, elle refuse la toilette. Si on ne lui fait pas la toilette le matin, en fait, elle est comme une fleur, elle s'éclate, elle fait les animations, elle mange très bien, alors que si on lui fait la toilette, eh ben, elle est en opposition pour la journée. Donc, on a décidé qu'on lui ferait la toilette le soir, ce qui se passe beaucoup mieux. Et en fait, pas attendre qu'ils s'en rendent compte. Alors, on n'a pas la plupart du temps, on donne beaucoup de pouvoir aux familles en disant il faut dire aux familles, etc. Il faut avoir un partenariat avec les familles, mais ce n'est pas aux familles de décider, même si elles sont personnes de confiance. Soit elles arrivent à me dire je suis personne de confiance. Bon, madame, elle a signé, elle avait 12 de MMS, donc de toute façon, le papier de personne de confiance ne vaut pas grand-chose. Et le statut de personne de confiance permet peu de choses, en fait. Même celui de tuteur permet pas tout. Donc, et en fait, il faut juste, la famille, les impliquer, mais en fait, pas trop, parce que c'est aussi leur donner une charge et une responsabilité. Leurs parents, il reste un adulte voilà, qui devient fragile et vulnérable, mais qui est un adulte qui a son droit de secret. Oui, madame fricote avec monsieur, bon, ben, tant mieux pour elle, ça n'a pas l'air de se passer trop mal. Le fils ou la fille n'ont pas à être informés. C'est de son droit d'adulte, même les ados, hein, ils fricotent des fois, il faudrait qu'on soit informé, mais et donc le souci, c'est vraiment arriver à cet équilibre, qui est un équilibre à trouver au quotidien, et qui fait que effectivement, vous avez tout dit sur ce à quoi on peut se retrouver avec la toilette, mais effectivement, arriver d'emblée avec la bassine, avec l'eau peut-être pas tout à fait, voilà, alors qu'on vient juste d'ouvrir les volets et que la personne était en sommeil profond. Même nous, quand on nous prend au réveil avec un bon café et des croissants sur la table, on n'est pas toujours très aimable. Donc, effectivement, c'est possible que, voilà, donc commencer peut-être par un toucher tranquillement, mais effectivement, il y a 12 toilettes à faire. C'est en gros le nombre de toilettes par soignant, hein, c'est ça? Ouais. Il y a 12 toilettes à faire en une matinée. Une matinée, ça passe vite, avec des transferts, voilà, et avec tout ce qui autour n'était pas prévu et se passe. Et je crois qu'il faudra effectivement voilà, être plus inventif. Quand je vois qu'à l'heure actuelle, avec la carence de soignants, on a interdiction totale de faire des toilettes à des auxiliaires de vie en institution. Bon, moi, ça me questionne quand même. Ça me questionne parce que je pense que des auxiliaires de vie bienveillantes, je ne vous dis pas une toilette complexe avec une hanche opérée, mais
je pense que en ayant quand même, il faut arriver à sortir de nos carcans et surtout, ou au moins à permettre que les gens puissent monter en compétences rapidement pour répondre à la problématique qui rend, enfin moi je trouve que les directeurs d'établissements à l'heure actuelle qui ne deviennent pas schizophrènes, je leur tire mon chapeau parce qu'on leur demande de faire de plus en plus de qualité, ils sont de plus en plus surveillés et avec de moins en moins d'argent, donc de moins en moins de moyens. Donc moi, c'est le double bint, comme on dit en psychiatrie, c'est vraiment le message paradoxal. Et à côté de ça, il faut aussi qu'ils fassent en sorte que les patients soient en sécurité sur le plan médical avec plus de médecins traitants qui passent dans les EHPAD, qui ne veulent plus le nouveau patient qui vient de Paris parce que les enfants habitent à Pau et qu'aucun médecin veut parce qu'ils ne prennent plus de nouveaux patients. C'est vraiment, ça devient très compliqué et c'est dommage parce que c'est une très très belle médecine, la médecine. Et quand je dis médecine, moi je suis une fervente quand même. Il ne faut pas oublier qu'au moment de la crise Covid, toutes les infirmières libérales ont dit non, non, je ne viendrai plus m'occuper de votre maman, lui faire la toilette, etc., pour ne pas lui faire prendre de risques, etc. Donc, hop, on fuit certains domiciles, 60% de leurs domiciles. Les médecins traitants, vous savez, plus de visites ou quasiment plus. La plateforme territoriale d'appui, hop, est rentrée dans ces maisons, donc plus de coordination au pied du patient. Et les seuls qui sont restés au quotidien, ce sont les aides à domicile. Tous les services d'aide à domicile sont restés au taf sans PEI et elles ont permis à des gens de continuer à vivre. Alors, quand j'entends qu'elles ne font pas partie des soignants, bah, si elles font partie des soignants à part entière, même moi au SSR, ben moi, la SH qui me dit oui, tu sais, là, en passant le balai chez Madame Machin, elle m'a expliqué ou que si, que ça, avec son fils, etc. Le nombre de choses qu'elles entendent, qu'elles voient, ou j'ai ramassé en balayant plein de comprimés, ou en faisant le lit, elle voulait planquer sur le matelas, vous les croyez qu'elle les prend, tu parles, ils sont tous sur le matelas. Enfin voilà, c'est vraiment des aides, ils font partie de l'équipe médicale. Et je crois que ça aussi, c'est très important de leur donner ce statut, mais surtout la formation et la rémunération qui correspond à une équipe médicale totale. Voilà, j'ai pas tout à fait parlé que du soin, que de la toilette, mais bon. Ouais, ça va. D'autres choses à Non, Monique, vous avez des... Non, mais je pensais à la toilette. Les infirmiers, moi je suis de formation infirmière, revendiquent les toilettes. C'est un acte infirmier. Et d'ailleurs, les libérales à domicile, si elles veulent que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse les toilettes, elles s'associent avec des aides-soignants dans leur cabinet. Mais donc, elles délèguent à l'aide-soignant la toilette. Donc, moi, j'ai vu plein de cabinets infirmiers qui font comme ça. Mais les infirmiers revendiquent la toilette. Bon, c'est payé tant à domicile. Enfin, moi, je parle du domicile parce que je travaille avec un service à domicile. Et le SAD... avec lequel, où je travaille, et SPHP, des personnes handicapées psychiques. On essaye, on va parler de la toilette, je reprends l'histoire de Jules, ce jeune homme voilà, qui est suivi, centre hospitalier des Pyrénées, problème psychiatrique, mais on avait mis en place un protocole. Alors c'est vrai que vous avez parlé, Mme de Pyrénées, de protocole ou de procédure. Il y avait une grande difficulté des intervenants à domicile pour cette fameuse toilette. Alors, ce jeune homme est un jeune homme grand, très corpulent, donc qui, lors de crises d'angoisse ou d'anxiété, se mettait à transpirer, à sentir très mauvais. Qui plus est, son truc, c'était « je ne me douche pas pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours ». Mais là, derrière, il y avait la problématique de l'accompagnement. L'accompagnement, ce sont des intervenants à domicile qui font l'accompagnement avec leur véhicule personnel pour aller faire les courses au supermarché, pour accompagner vers l'activité à laquelle il était inscrit, pour aller le récupérer à l'hôpital. Donc, elle me disait, les salariés, mais quand on transporte Jules, eh bien, ça sent très mauvais dans la voiture. Moi, je vais chercher mes enfants à l'école quand j'ai fini et j'ai du mal,
puisque voilà, je mets mes enfants dans la voiture et voilà. Donc, on avait réfléchi à la mise en place d'un protocole. On était très contents. En plus, il y avait même le bain de bouche, puisqu'il est édenté, ce jeune homme. Vous savez, les jeunes hommes atteints de pathologies psychiatriques, souvent les dentistes, ils enlèvent, hein, peu importe. Après, on dit, vous aurez un dentier, mais on fait à 35 ans, bon, voilà. Donc, on était fiers et contents. On a mis tout ça en place et on avait fixé des jours. Donc, c'était 2 fois par semaine. Ce n'était pas trop quand même. Mais bon, l'intervenant préparait les vêtements et disait, bon, Jules, maintenant, vous partez à la douche. Et alors, vous savez, comme les enfants, je fais couler la douche et je ressors tout sec. Parce que derrière, en fait, l'écoute, c'est oui, il se douche en fin de compte, mais les affaires propres sont restées là. Là, vous ne vous êtes pas lavé la tête jusqu'au moment où il a fallu vraiment être plus présent, plus pressant par rapport à cette douche. Ça marchait très bien jusqu'au jour où la pathologie psychiatrique étant là, eh bien, il a dit non, je regrette, eh bien, je ne veux plus me doucher, je ne veux plus toutes ces procédures, ces protocoles. Donc voilà. Donc, il y a eu un épisode avec ce jeune homme, il a fallu, il a été hospitalisé un certain temps. Et le médecin a rassemblé autour de lui tous les intervenants. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans ces exemples-là, hein, il y a énormément d'intervenants, c'est-à-dire il y a l'équipe hospitalière, il y a l'équipe d'intervention à domicile, il y a le service qui intervient via la PCH, il y a le prestataire du logement, voilà, il est logé à tel endroit, donc il y a une équipe du bailleur qui intervient, enfin, beaucoup de monde autour, et on s'est mis autour de la table avec lui, présent. Et on s'est dit, mais comment on va faire pour arriver… En plus, Jules fréquente un hôpital de jour, ça veut dire dans la journée, voilà, il va faire des activités, il est en hôpital de jour. Du coup, les intervenants à domicile disant, mais nous, on n'y arrive plus parce qu'il se met en colère, il est balèze, nous, on est des femmes, et bon, on a peur. Donc, moi, la consigne, c'est s'il monte le ton et s'il agresse quand il se met à taper à grands coups de poing sur la table, eh bien, vous quittez l'intervention, vous partez. Donc là, en collaboration avec l'équipe soignante hospitalière, celle d'intervention à domicile, ça, c'est les équipes soignantes. Nous, on n'est pas des soignants. Et puis, le bailleur et tout ça, on a dit, eh bien, on va changer totalement la façon de faire. On va considérer que la toilette, c'est l'affaire de soignants. Plus d'intervenants à domicile. Donc, on a rebattu les cartes et on a dit, voilà, eh bien, tel jour, il vient à l'hôpital de jour, et bien voilà, Jules, tel jour et tel jour, vous aurez une douche, vous prendrez votre douche à l'hôpital de jour. On a des sanitaires, il y a des douches, il y a ce qu'il faut, donc vous prendrez, voilà. Donc, on vous laissera faire, mais on sera là pour voir si c'est fait. Voilà. Et puis, la troisième douche de la semaine, là, il a eu droit à une douche de plus. Ce sera fait à domicile avec un jeune homme qui est aide-soignant et qui viendra à votre domicile et avec lui, vous prendrez votre douche. Ça a libéré totalement le travail des intervenants à domicile qui se sont occupés de l'accompagnement à la vie sociale, d'aller faire les courses, de faire un atelier cuisine que Jules apprécie énormément. Voilà, donc ça a pu libérer. Donc nous, on est sans arrêt en train de remettre en question tous les dispositifs qu'on met en place pour ajuster au mieux en fonction de la problématique de la personne. C'est vraiment, on est tout le temps en train de revoir toutes ces procédures. Enfin, on écrit, on met en place et puis c'est à revoir. Des fois, ça ne dure pas longtemps et on se re-questionne. Ça demande quand même une capacité à rassembler les gens qui interviennent. Parce que quand on regarde bien à domicile, toutes les personnes qui interviennent sur des situations complexes, c'est phénoménal. On se retrouve vite à 12 personnes intervenant. Si vous rajoutez en plus l'assistante sociale et les autres, donc je veux dire que, bon, c'est énorme, mais donc, rassembler tout le monde, dit voilà, et que tout le monde applique ce qui a été décidé ce jour-là. On teste pendant un mois, et au bout d'un mois, on se revoit et on dit, est-ce que ça a marché? Est-ce qu'il faut modifier? Donc, on est sans arrêt sur la brèche, voilà. Mais au niveau éthique, il a accepté, c'était un deal avec lui. Vous voulez rester dans votre logement? Oui. Donc, il va falloir quand même y mettre du vôtre et accepter pour être transporté aussi par les accompagnantes, pour rentrer dans leur voiture, sinon, vous n'aurez plus l'accompagnement que vous souhaitez. Donc, il va falloir faire cet effort. Et ça, pour l'instant, ça marche. Mais au niveau éthique, il y a cette histoire de douche, mais pas plus tard que ce matin, moi, j'ai eu une situation sur une dame qui refuse d'ouvrir sa porte. Donc, il y a l'aide-soignante accompagnée de quelqu'un du service, parce que cette dame, on est toujours dans la psychiatrie, hein,
elle vient d'emménager, ça fait pas longtemps, elle a un appartement tout beau, tout neuf, que j'ai fait équiper, et puis elle avait un téléphone fixe, et puis des démarches au téléphone, vous savez, c'est pour une mutuelle, c'est pour je sais pas quoi, et cette dame, elle se sentait persécutée par le téléphone, donc elle a pris le téléphone, elle l'a mis dans un seau d'eau, elle a fait couler l'eau, terminé. Donc plus personne ne pouvait la joindre. Donc quand même, on dépêche quelqu'un de l'équipe soignante, quelqu'un du service, et avec un double des clés, j'ai le double des clés. Mais attention, on respecte la loi. Interdiction de rentrer de force dans le logement. Donc, ils sont rentrés dans la résidence et derrière la porte, ils ont parlementé pendant 1h30 derrière la porte. Et alors, cette dame disait, vous n'avez pas le droit de rentrer chez moi, c'est de la violation de domicile. J'ai le droit de faire, je suis citoyenne, j'ai le droit de faire ce que je veux, je paye mon loyer, je suis chez moi. Oui, mais on veut vous remettre un téléphone. Votre tutrice, elle n'arrive pas à vous joindre. Vous n'avez plus de téléphone. L'équipe soignante ne peut pas vous joindre. Non, je n'ouvrirai pas la porte. Elle faisait que répéter, c'est de la violation de domicile. Quand même, après 1h30 de discussion et de parlementaire, c'est à travers là. Je pense que les voisins ont dû entendre. Voilà, elle a ouvert la porte. Elle a accepté quand même d'avoir le téléphone de changer, mais elle devait être accompagnée par l'équipe soignante pour aller rencontrer son psychiatre. Elle a refusé. Donc la démarche a été, l'équipe soignante a appelé le psychiatre. Et le psychiatre lui a parlé au téléphone quand même. Donc, ça demande une mobilisation, tout ça, autour d'une personne, entre le logement, l'équipe d'intervention à domicile et l'équipe soignante, le psychiatre, voilà. Mais c'est vrai que moi, jamais je n'accepte, j'ai les clés dans l'association EPS où SPHP intervient, et on s'occupe de logement pour les personnes handicapées psychiques. C'est interdit de pénétrer de force dans un logement, sauf si on pense que la personne a eu un grave problème. À ce moment-là, on appelle les pompiers. C'est déjà arrivé, hein. C'est déjà arrivé. Vraiment, après, on a décelé que la personne était décédée derrière. Mais jamais les équipes ne rentrent dans le logement de force. Mais c'est vrai qu'on est obligé d'adapter régulièrement notre façon de faire parce que bon, ça change tout le temps. Et en fait, il faut une capacité à chaque fois réfléchir qu'est-ce qu'on peut proposer de mieux, qu'est-ce qu'on peut, peut-être pas mieux, mais de plus ou de mieux, ou peut-être alléger, parce que des fois, c'est trop. Des fois, il y a tellement de monde qui intervient. Bon, on va diminuer les heures, là, on va faire en sorte de lui laisser un peu le champ libre, parce qu'il y a une pression quand même avec ces gens qui sont à domicile, où le nombre d'heures d'intervention, tous les intervenants, enfin, c'est énorme. Ils n'ont même pas la possibilité d'avoir un moment... D'ailleurs, j'ai une expérience par rapport à ça. Autrefois, il y a quelques années, il y a bien longtemps, les équipes travaillaient le samedi, jusqu'au jour où quand même, avec un psychiatre et puis les bénéficiaires, ils ont dit, mais fichez-nous la paix le samedi, quoi, fichez-nous la paix. Déjà, toute la semaine, on va en hôpital de jour, on va en CMP, on a les intervenants, on doit aller à l'ergothérapie, on doit aller... Enfin, c'est énorme. Fichez-nous la paix le samedi. Et là, du coup, moi, j'ai arrêté de faire travailler les gens le samedi. Et au moins, voilà. Donc, ils anticipent par rapport aux besoins en course et tout ça le vendredi ou en fin de semaine. Et on recommence le lundi et ça se passe mieux. Parce que quand même, ils subissent quand même une pression. Et tous les jours, ils ont quelqu'un chez eux, quoi, hein. Alors, je vous dis, moi, j'ai une population, une frange entre 61 ans et 21 ans. Allez. Donc, toutes sortes d'âges. Mais c'est vrai que c'est très... Moi, je trouve que les équipes, quand même, ont une capacité à se réadapter comme ça au changement qu'on leur demande. Enfin, mais bon, ça se travaille et puis c'est vraiment un travail en continu. Hein, je veux dire que ce n'est pas de tout repos, de chaque fois réadapter les choses. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ça, c'est ma vision des choses. Oui. Okay. Alors, moi, j'ai juste, du coup, des réactions par rapport à ce que vous venez de dire, et puis après, on pourra échanger et se poser des questions aussi. Mais tout ce que vous avez dit, là, ça m'interpelle sur comment l'éthique, finalement, au quotidien, elle arrive via l'entrée des difficultés, c'est-à-dire la difficulté rencontrée au travail, au quotidien, qui fait qu'à un moment donné, cette difficulté-là pose question et fait des remises en question. Donc, déjà, la difficulté rencontrée, il faut savoir l'accepter, c'est-à-dire pas la nier, pas la mettre de côté, pas l'ignorer, mais se dire, OK, cette difficulté-là vient heurter finalement des exigences professionnelles,
vient heurter différents niveaux d'exigence. L'exigence du professionnel et l'exigence de la personne accompagnée. Et là, ça fait tout de suite problème, mais on est face à une difficulté. Comment on réagit face à cette difficulté-là? Donc, c'est déjà l'acceptation de la difficulté. Là, on est en difficulté, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, je dirais qu'en deuxième point, moi, ce que je vois aussi dans la façon dont on travaille avec certaines équipes, c'est une fois que la difficulté, elle est posée, c'est dépasser la peur. Parce que souvent, ce qui vient derrière, c'est la peur de la mort, de la maltraitance, enfin, différents niveaux de peur qui se présentent. Et donc, il faut dépasser cette peur-là pour pouvoir en parler tranquillement, alors que ce soit ce que vous évoquiez, sur les problèmes de sexualité, sur des problèmes liés à des problématiques fondamentales. Donc, dépasser cette peur-là pour pouvoir faire une mobilisation vraiment de la créativité collective. Alors, des fois, c'est avec une personne, c'est des créativités individuelles parce qu'on est à domicile et que c'est la personne qui doit, sur le moment, adapter à ce qu'elle peut percevoir. Et c'est d'autant plus difficile que quand vous avez des alternances de personnes au domicile, eh bien, un jour c'est une, le lendemain c'est une autre et le lendemain encore une autre. Et du coup, comment aussi on se passe le relais? Et puis, on voit qu'on est en difficulté. Certaines sont en difficulté et d'autres non. Et que si ça ne se parle pas à un moment donné, eh bien, on a l'impression que c'est avec moi ou avec une telle que le problème se passe. Sauf que quand il y a un temps que vous évoquiez, des temps pluridisciplinaires où les choses sont mises en mots et où on dit ah ben oui, mais moi, avec moi, elle ne refuse pas la nourriture. Ah, bon, ben, qu'est-ce que tu lui fais, comment tu lui fais, etc. Et donc, une fois que ça c'est posé, eh bien, il y a des créativités qui se mettent en place, que là je vous rejoins, sur ce travail vraiment d'invention qui se fait au quotidien, mais qui se fait aussi à partir des repères et à partir donc des protocoles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le protocole, la règle, est un point d'appui à partir duquel on pense autre chose, une invention. Et alors, je pense à une aide-soignante d'HAD qui, une fois, me disait eh bien, aujourd'hui, j'ai intuité ça. Sur cette situation, hop, j'ai inventé un nouveau truc. Et donc, elle disait intuiter. Et je trouve que ça, c'est vraiment sur le moment, parce que je me permets aussi, alors cette équipe-là, elles font beaucoup de transmissions le matin, elles échangent entre elles, parce que c'est une équipe qui tourne beaucoup, et du coup, elles se permettaient aussi de se passer des trucs, de se dire, ben, moi j'ai essayé ça aujourd'hui avec monsieur ou madame Intel, et ça a marché. Donc du coup, que ces temps collectifs sont des temps où cette invention peut se produire, et donc, comme vous disiez, se permettre, s'autoriser d'inventer des choses. Alors, vous avez des structures où c'est plus facile, où c'est permis, où c'est dit, où, comme vous, Monique, vous dites, bon, ben voilà, à quoi on pense, et on fait des tests. Alors, il y a ça, et puis il y a l'autre aspect que vous n'avez pas trop abordé là, mais qui me paraît très important, c'est cette question de la stimulation. C'est comment les aides-soignantes ou les auxiliaires de vie, à un moment donné, sont dans la question de la stimulation, mais aussi de la réelle écoute des besoins et de se mettre en retrait. Cette attitude basse dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire comment on se met en retrait, qu'on essaye vraiment de comprendre ce qui se passe et qu'à un moment donné, il y a un nœud. Et là, ben, on ne sait pas par quel bout on va le prendre. Mais quand on est plusieurs, peut-être qu'à un moment donné, parce qu'on se retrouve et qu'on parle du cas de Madame Machin, on va se dire, ah oui, mais avec moi, tu vois, je me suis rendu compte que quand je lui dis ça, ben, ça passe mieux. Ou, comme vous disiez, eh ben, si on lui fait la toilette le soir, on n'est pas en opposition et on a une journée qui se passe très bien. Mais ça veut dire remettre en cause les choses que l'on fait, mais pour autant à partir des repères que l'on a, à partir des protocoles que l'on a, parce que ce sont des points d'appui pour l'action. Donc ça me paraît important, mais ça, le point d'entrée, en fait, pour moi, c'était aussi cette question de l'exigence des professionnels avec toutes leurs valeurs, tout ce qu'ils ont appris, tout ce qui fait leur professionnalisme, et puis l'exigence des personnes accompagnées. C'est-à-dire, et du coup, c'est la confrontation des exigences. Mais à un moment donné, si on les regarde tranquillement, eh bien, on peut arriver à faire ces adaptations, ces inventions. Et ça me paraît vraiment quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire comment on trouve des contournements, comment on invente ensemble. Et ça, c'est vraiment ce que vous disiez, Monique, quand vous dites, mais il était là dans la réunion.
Et comment on associe, alors ce que disait le docteur de Peretti quand vous disiez, ben, voilà, prendre le temps de discuter avec la personne. Donc ça pose la question de ce temps préalable, hein, et voilà comment ça va se passer. Alors on peut l'appeler accueil, comment on l'appelle, temps d'échange avec la famille et la personne, qui sont peut-être, alors on verra ce que vous nous en dites, mais qui sont peut-être plus réduits aujourd'hui, qu'on prend moins le temps de faire, et qui sont pour autant importants pour passer ensuite les informations aussi aux équipes, et comment ces informations sont passées. Donc je dirais, comment le temps de préparation, qui me semble extrêmement important dans tous ces métiers soignants, je pense à certaines soignantes qui me disaient, eh bien avant de rentrer dans la chambre, je me conditionne. Qu'est-ce que je vais voir derrière la porte quand je vais rentrer? Dans quel état je vais la trouver? Et que ça, c'est un élément important du professionnalisme, de se mettre en, voilà, se mettre en forme pour se dire, ben, peut-être que je vais la trouver bien, mais peut-être moins bien. Et des auxiliaires de vie qui disent, eh bien voilà, j'ai l'angoisse d'ouvrir et qu'elle soit décédée. Donc, comment on aborde tout ça? Donc cette question de finalement créer des moments à la fois de controverse et d'invention, je pense que c'est vraiment un des enjeux finalement de la démarche éthique, de pouvoir à la fois être tranquille sur la difficulté rencontrée, sur la controverse et sur la bataille des exigences que ça vient confronter, mais aussi c'est une source d'invention et de créativité, de stimulation, de plaisir au travail. Mais en fait, pardon, une seconde, ce qui est important, enfin moi, ce que je veux éviter à tout prix, c'est que ça devienne un conflit de salariés, un conflit de personnes. C'est-à-dire qu'on oublie le bénéficiaire. Ah, mais parce que tu fais comme ça, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Enfin, j'ai eu des situations comme ça où la personne prise en charge était totalement exclue de la discussion du dispositif et que c'était devenu un conflit de personnes. Ah, mais tu le fais pas bien, moi je le fais mieux que toi. Enfin, voilà, ça dépasse tout entendement, ça. C'est pour ça, vraiment poser les choses et garder au sein de la problématique le bénéficiaire. On parle de monsieur un tel. Il s'agit de cette personne, pas de vous, comment vous faites. Donc, on pose tout et on met tout à plat et on réfléchit à comment on met en place un nouveau dispositif ou une nouvelle procédure. C'est sûr que l'équipe, toutes les décisions prises ne doivent pas être décisions personnelles. Certes, c'est chacun apporte une petite pierre à l'édifice, mais il faut que ça soit construit en équipe. Déjà, ça déculpabilise toutes les autres personnes aussi, ceux qui n'y arrivent pas, ceux qui y arrivent moins bien, ceux qui… voilà, où ça se passe moins bien, c'est qu'ils n'y arrivent pas, où ça se passe moins bien. Et c'est là que le travail d'équipe prend toute son importance. Et ça ne peut passer que par le travail d'équipe et que dans l'idéal. Alors c'est facile, plus facile peut-être certainement à faire comme nous, sur des structures, parce qu'effectivement il y a des temps de transmission, des temps de projets personnalisés qui sont posés, qui sont actés avec toute l'équipe pluridisciplinaire. C'est peut-être plus facile, enfin, ça se fait dans le handicap, peut-être que dans le domicile, voilà, sur certains services à domicile, il n'y a pas ces temps de réunion d'équipes qui sont prévus, ou du moins pas quotidiennement, peut-être pas quotidiennement, comme nous on peut le faire, nous c'est 2 fois, 3 fois par jour. Là, peut-être c'est plus difficile et les personnes sont un peu seules à domicile et chacun fait un peu comme il l'entend et comme il le ressent. Et voilà. Donc c'est vrai que le travail d'équipe, c'est très, très, très important. C'est par là, effectivement, que ça passera. Et ce qu'on disait aussi tout à l'heure, je vais rebondir, c'est sur la visite, effectivement, de préadmission. C'est ce qu'on appelle, nous, un petit document qui s'appelle « Faisons mieux connaissance ». Voilà. Faisons mieux connaissance, et ça c'est important parce que c'est comment on connaît la personne avant qu'elle arrive. Après, on ne peut pas tout savoir parce qu'il y a toujours les quelques petits secrets de famille, effectivement, dans lequel vous parliez, avant que ça ressorte, ça ne ressort pas à la première entrevue. Hein. Donc, il y a toujours les petits secrets de famille, tout ce qu'on ne veut pas dire, tout ce qu'on ne peut pas dire, et tout ce qu'on ne saura jamais, et tout ce qui ne nous regarde pas non plus, sauf si ça impacte vraiment, vraiment la personne. Mais, et on l'a vu, parce qu'effectivement, pendant cette période de Covid,
On n'avait plus le droit d'aller faire des visites à domicile. On n'avait plus le droit d'aller voir les personnes à l'hôpital avant qu'ils ne reviennent, qu'ils arrivent en EHPAD. Donc, on les connaissait le jour où ils arrivaient. On avait juste un dossier par via trajectoire et surtout un dossier médical, mais absolument pas, on ne connaît absolument pas la personne. La personne ne pouvait pas venir visiter la maison avant de rentrer, parce que c'est important de venir visiter quand vous allez vous prendre un loyer, prendre un appartement, vous allez le visiter avant de signer. Là, vous venez sans visiter. Vous arrivez, vous ne savez pas à quoi ça va ressembler. Voilà, vous partez, sac à dos, à l'aventure. Mais bon, on n'a pas tous la même capacité à s'adapter. Donc voilà, donc c'est important, effectivement, de mieux connaître les personnes. Docteur, vous voulez commenter ? Non, pas. Enfin, moi, je pense qu'on pourrait débattre pendant des heures et des heures. Hein. C'est vraiment. Alors, je vais pas dire le mot problème parce que c'est en fait le cœur de notre métier, je pense. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de leçon toute faite, il n'y a pas de bonne méthode ou de mauvaise. Il y a, à partir du moment, je compare ça des fois, je me souviens parce que j'ai eu mes enfants pendant mon externat pour 2 et pour les 2 autres pendant mon internat, et je me souviens que les gens me disaient « Oh là, tes études, ça doit être compliqué ». Et je disais « non, en fait, ce qui est compliqué, c'est l'éducation ». L'éducation, c'est plus compliqué que les études de médecine. Les études de médecine, vous avez une capacité à apprendre, vous êtes un peu sérieux, vous révisez régulièrement. Bon, logiquement, ça passe. L'éducation, vous avez 4 êtres différents qui sont pourtant du même papa, de la même maman, que vous semblez, vous dites les avoir éduqués de la même façon, et où la leçon pour l'un, ce qui va marcher avec l'un ne marchera pas avec l'autre, ce qui vous comprenez pas pourquoi il y en a un qui va pas évoluer comme les autres, alors que vous avez l'impression que parce que tout simplement c'est des êtres différents et qu'avec chaque être il n'y a pas une leçon, et qu'en plus l'être est en continuelle évolution, donc il n'y a même pas de solution pour cet être-là. Il y a cette solution à ce moment-là pour cette personne-là, mais qui ne sera peut-être pas du tout celle de demain. Et qu'en fait, je crois qu'il faut vraiment déculpabiliser nos équipes. Là, moi, au bout de quelques années de pratique, je me rends compte que nos équipes ne sont pas, on ne les a pas appris, on leur a pas appris l'échec déjà, et on leur a pas appris que 2 et 2 faisaient pas 4, voilà, et que donc il faut qu'elles acceptent et d'être aussi peut-être dans notre management, d'être plus aussi sensible à comment vont nos équipes de façon très la plus personnelle, c'est-à-dire savoir retirer d'un certain soin une personne qui est en souffrance parce qu'elle-même est en train d'enterrer son parent. Donc il n'y a que il n'y a que de l'affect dans toutes ces prises en charge, et surtout si on a des gens au fin de vie ou autre. Enfin, c'est sans vouloir rentrer dans l'intimité de nos soignants, je crois qu'on ne peut pas, on peut pas. Et puis surtout, je crois qu'il faut oser parler de la mort. Enfin, ça peut être tellement. Alors c'est ça qui est fou, c'est que quand même on a eu la loi Leonetti, on a, moi ça n'existait pas ou très peu quand j'ai commencé à être interne, des lits de soins palliatifs, des équipes mobiles de soins palliatifs. Donc, soins palliatifs, ça veut dire ce que ça veut dire quand même, enfin. Et à la fois, on n'a jamais si peu accepté. Moi, j'ai encore des médecins traitants et des médecins traitants qui sont très bons, hein, mais qui me disent, quand je dis, bon, on va faire passer l'équipe de mobile de soins palliatifs. Ah non, attends, là, non, la famille, ils m'en voudraient et tout, il faut continuer. Je dis, continuer quoi, en fait? Continuer quoi? Enfin, c'est en fait, même en médecine, on est très mal formé sur le fait que oui, on est médecin, donc c'est plutôt la personne a mal, on donne un médicament, elle aurait peut-être plus mal, mais
par contre, quand on est gériatre, voilà, oui, on a quelques traitements curatifs, mais on est surtout dans un accompagnement. Et ou sinon, si on veut faire de la gériatrie de haut vol curatrice, il faut faire pédiatre ou même gynécologue, c'est-à-dire que notre bon vieillissement sans perte d'autonomie, il commence dans le ventre de notre mère. Donc, il faut être conscient qu'après, quand il y a une perte d'autonomie qui est là, on ne reviendra pas à l'état de robuste, peut-être à l'état de fragile et encore, mais que donc c'est dans la prévention, etc., que je pratique aux jeunes chaînes, donc c'est hyper intéressant et c'est très... mais c'est autre chose, c'est pas ce qui se passe en EHPAD non plus. Donc, même si on est sur de la prévention de la douleur, la prévention des chutes, la prévention, mais on ne remettra pas les gens à l'état de robuste. Et donc, je crois qu'il faut vraiment être là dans une acceptation que notre métier, il est là et que c'est un beau métier, c'est un métier de soignant à part entière, vraiment. Parce qu'on a trop, avec une médecine qui a fait d'énormes progrès, hein, qui fait que notre espérance de vie a évolué de façon exponentielle. Mais par contre, notre espérance de vie en bonne santé est en train de s'effondrer. Donc, on n'est qu'au début de se poser ces questions hein, qu'on se pose aujourd'hui. Parce qu'on va avoir une quantité de gens en perte d'autonomie à gérer et où il va falloir les gérer en prenant du plaisir nous, parce que moi, de toute façon, je pense qu'on ne peut donner du plaisir dans le soin qu'à partir du moment où on se fait plaisir en soignant. Un soignant qui n'aime pas ce qu'il fait, de toute façon, c'est un soignant qui de toute façon n'apportera pas du plaisir à l'autre humain qu'il a en face. Bon, je pense qu'on a fait une conclusion. Voilà, tout à fait. Finalement, on va conclure là-dessus. Je trouve que c'est une belle conclusion. Donc, merci beaucoup. Et puis, donc cette session a été enregistrée, donc on la mettra à disposition. On verra sous quelle forme, mais voilà, pour partager ces échanges très fructueux. Donc, merci beaucoup, mesdames. Avec Merci plaisir, à vous. merci à vous.